Aude Goni-Goubert, que vous connaissez également sous le nom de Aude Double J. Elle a joué avec le Palma Show, elle a joué avec Golden Moustache, elle a été sur Canal+, elle a été ailleurs, elle a été partout, elle est en train de conquérir le monde. C'est la maman des Snoopy de la première nuit originale. Rien que pour ça, on lui doit le respect à vie. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle a commencé à la Comédie Française. Rien que ça. Elle a même failli y jouer. Je dis failli parce que c'est une histoire traumatisante qu'elle va vous raconter dans ce 23e Qui sont ces gens, parce que depuis tout ce temps, il fallait bien qu'on fasse un podcast ensemble. Et c'est maintenant. Le problème, c'est que sur Internet, on est la proie à une myriade de commentaires, quels qu'ils soient. Et d'autant plus quand t'es une fille, tu t'en prends mais plein la gueule. Et en fait, tu te prends des commentaires physiques, des choses qui remettent en question qui tu es, ta féminité. Tu sais, moi, depuis 6 mois, je me suis coupé les cheveux. Quand je fais une vidéo, c'est « Ah, elle s'est coupé les cheveux, c'est un mec. » Non. mais tu vois, et donc du coup, on prend ton image et on fait... J'ai décidé que j'allais tout remettre en question de qui tu es, alors que c'est déjà tellement compliqué de se construire et de s'apprécier ou de se supporter soi-même. Donc c'est en plus, tu es sous le flot de gens qui donnent leur avis à tout bout de champ. C'est hyper violent. Qui jugent de chez eux, en fait. Mais qui jugent de chez eux, et puis surtout qui t'attaquent sur des choses qui sont même pas... tu vois, on fait pas... si tu t'engages avec des convictions très fortes sur des sujets politiques, oui, tu t'exposes à te prendre des revers, tu vois, de gens qui sont pas d'accord avec toi. Mais globalement, quand tu fais de l'humour et que tu essayes de divertir les gens, tu n'as vocation à bousculer personne. Au contraire, t'as vocation à accompagner les gens et au pire, ça te fait pas marrer. Illuminer leur journée, voilà, c'est ça. Surtout avec Internet, j'imagine qu'en plus, Internet apporte un truc que la télé n'avait pas, qui est la possibilité de vraiment changer d'onglet, de vidéo. Il y a beaucoup plus de choix que sur la télé, et si ça te plaît pas, tu peux zapper et aller au programme suivant directement. Donc oui, c'est marrant. Tu sais, t'as l'impression que les gens ont lancé la vidéo et qu'ils ont été pris, on les a scotchés à leur siège. Tu regarderas jusqu'au bout, même si tu n'aimes pas. Mais du coup, après, tu pourras t'exprimer. Je sais pas, je pense que j'ai l'impression, c'est peut-être plus loin que ça encore. C'est-à-dire que quand les gens ont cliqué sur une vidéo, ils s'attendent à une promesse qui est très très forte. Et peut-être que ce qu'ils attendent d'une vidéo est beaucoup trop démesuré par rapport à ce que c'est-à-dire une vidéo sur Internet. Bah oui. Il y a un lien affectif qui est très très fort. Et puis de la vidéo d'humour, l'humour c'est subjectif. Il y a des choses moi qui vont me faire hurler de rire et qui font pas rire à 80% des gens. C'est quoi le pire c'est quoi le pire commentaire que t'aies reçu ? Le pire commentaire que j'ai reçu, c'est une vraie pute. Si je la croise, je la viole jusqu'à la couper en deux. Voilà, en substance, c'était ça. Est-ce que le mec t'a jeté en ami après C'était un peu plus long que ça, voilà. Mais c'était un vrai appel à la haine et au viol. Tu sais qui t'a envoyé ça ? Ah non, mais globalement, si je pouvais savoir... Moi, j'ai envie de lutter toute ma vie contre l'anonymat sur Internet. Mais moi, si j'avais pu avoir un nom, une adresse, mais tu peux être sûr que dans les 8 minutes, j'ai pris ma bagnole, je vais sonner, je vais voir ses parents, parce que forcément, à un moment donné, je pense que ce garçon est sous tutelle. Je vais voir ses parents et je vais discuter avec eux. Je leur dis, voilà, donc la liberté d'expression, c'est peut-être ça, mais regardez ce que votre enfant... Est-ce qu'à un moment donné, on a posé les jalons du bien et du mal dans cette société ? Mais surtout de la politesse, de base. Mais là, c'est même plus de la politesse. C'est avoir autant de haine, autant de colère. Mais bonhomme, soigne-toi. Mais surtout, ça paraît assez compliqué, en fait, de détester quelqu'un sur Internet comme on déteste quelqu'un dans la vraie vie. Non, l'inverse, en fait, détester quelqu'un dans la vraie vie comme on déteste quelqu'un sur Internet. En fait, c'est parce qu'on n'imagine pas dire ce commentaire-là à quelqu'un dans la vie réelle en sortant d'un spectacle, par exemple. Mais bien sûr, mais parce que quand c'est en face, les gens n'oseraient absolument pas. Et globalement, quand tu réponds, parce que y a cette espèce de sujet tabou qui fait que non, il faut pas répondre, ne répondez pas, ne dites rien. Faites comme si personne n'avait lu. Mais on va pas se mentir, je vais sûrement révéler le secret de Polichinelle, mais on lit tout. On sait ce qui se dit, on le lit, on le voit. Ça nous glisse dessus ou ça nous touche. Mais comme tous les êtres humains... Vous regardez tous les commentaires qui arrivent. Il y en a peut-être qui vont dire « moi je lis plus » et voilà, et grand bien leur face. Mais franchement, globalement, les gens que je côtoie, on lit, on sait ce qui se dit sur nous, etc. Donc même si la personne veut te montrer qu'elle existe, mais tu l'as lu, mais toi, ça t'a peut-être blessé, quoi. Donc la consigne tacite entre vous, c'est surtout ne répondez pas à ces commentaires. Ouais, mais je crois que c'est en train de changer, en fait. Je crois que de plus en plus, on réagit... Et il y a des concours de réaction. Enfin, il y a des gens qui me font beaucoup rire. Adrien Méniel, quand il répond aux gens, ça me fait crever de rire. Ça ressemble à quoi ?
c'est plein d'humour et de finesse parce que c'est vraiment les gens qui t'expliquent que t'es un pourri, t'es un vendu parce qu'il y a une publicité devant ta vidéo et que tu leur dis mais en fait c'est un contenu que tu as eu gratuitement et en fait oui la publicité permet qu'on ait des salaires et oui en fait on travaille pour l'argent et on sait que c'est mal et il répond à des trucs comme ça mais qui sont il répond avec beaucoup de finesse et moi globalement ça y est maintenant je vais commencer à répondre très largement, c'est-à-dire que après, si c'est juste de la provoque pour de la provoque, tu le sais aussi. Ouais, ça se Mais il y sent. a des trucs, en fait, que les gens aiment pas. Moi, ça m'est égal. En plus, globalement, je suis interprète. Je suis pas l'auteur des vidéos, donc ils aiment pas une vidéo, j'y peux pas grand-chose. Quoi. Mais quand c'est un commentaire extrêmement personnel qui va te toucher, etc., je me laisse la liberté maintenant de leur dire, écoute, bonhomme, je suis derrière l'ordinateur, comme toi. Je suis là, sauf que j'ai eu la prétention éventuellement d'essayer de te divertir. N'est pas la prétention d'éventuellement essayer de me défoncer quoi. Alors c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais est-ce que quand les gens font ça, quand ils postent un commentaire un peu sucré sur internet, c'est pas pour essayer de se rapprocher en fait des gens, pour essayer de les atteindre? Ils vous voient peut-être comme des stars ou je sais pas quoi. Est-ce que je sais pas de je sais pas parce de que dire c'est vous une êtes pas démarche que moi j'aime même pas. Je n'ai jamais mis un commentaire sous une vidéo de ma vie, jamais, et j'en regarde. Mais jamais j'ai fait la démarche de me dire allez commenter. Je sais même pas où est le bouton commenter. Mais bon après ça c'est parce que je suis bizarre. Non mais c'est vrai qu'il est planqué, c'est pas facile. Je sais même pas et je fais pas cette démarche donc je sais pas, je me mets pas à la place des gens. Après faut pas, on n'est pas là pour chialer sur notre sort non plus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui te mettent des commentaires très sympas, qui sont hyper gentils et tout. Mais c'est vrai que au quotidien on est comme tout le monde et quand tu reçois des choses, des attaques un peu violentes, tu sais c'est comme les mecs qui t'envoient un message sur ta fanpage et puis moi, je réponds à tout le monde, mais je mets toujours un peu de temps. Puis en général, je réponds une fois. Après, je n'engage pas une discussion parce que j'ai d'autres choses à faire, une vie sociale, des gens à voir. Bien sûr. Et souvent, je mets quelques jours à répondre. Et en fait, c'est coucou, vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est super. Je mets 2-3 jours, et au bout de 2-3 jours, avant même que j'aie pu répondre, on met hey, grosse pute, tu te prends pour qui de ne pas avoir répondu laisse-moi 2 secondes, bonhomme, je vais te répondre. Ouais. Ça, mais il faudrait une nomenclature en fait de messagerie de Facebook, genre peut-être que je réponds pas à tout, mais ou un générateur de smile automatique. Tu scannes le contenu du message, je t'envoie un smile, lettre automatique. Comment toi t'es arrivé à faire des vidéos sur Internet? C'est vraiment le pur hasard, quoi. Parce que moi je suis pas du tout. Je m'étais pas destinée à ça du tout. Et c'est... Bon, on y reviendra, mais c'est pour ça que j'ai pas une culture pop et que j'ai pas cette culture-là. Moi, globalement, si tu veux, j'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai commencé à 5 ans en faisant de la figuration dans les opéras. Rappelle-moi quel âge tu as, là? J'ai 30 ans. Bon anniversaire. Oh, c'est affreux, c'est horrible. Non, vraiment, je le dis pas, tu vois, tu me tires les verres du nez. C'est du journalisme total. J'ai 30 ans, c'est terrible. Comment ça, c'est terrible? C'est pas terrible, c'est terrible, 30 ans. C'est terrible parce que justement, je fais ce métier depuis 25 ans. Là, ça c'est pas grave, c'est vachement bien. Je suis une senior du métier. Et alors, t'es pas senior, on dit consultante dans, ouais. Dans le jargon. Non, mais en fait, tu vois, j'ai commencé à 5 ans en faisant de la figuration dans des opéras. Et de 5 à 15 ans, j'allais en tournée avec des troupes d'opéra. De la figuration dans les opéras? Ouais. Snoopy sur figuration dans les opéras? Eh ben, t'as souvent besoin d'enfants dans les opéras. Ah ouais? Dans des opéras, tu peux avoir 200 personnes sur le plateau avec le chanteur principal et puis les choristes qui sont, j'en sais rien, je te dis une bêtise, hein, les paysans et puis la petite famille et puis machin. Puis souvent, on a besoin d'enfants. Donc moi, j'ai été figurante à l'opéra dès l'âge de 5 ans où je jouais par exemple la chanteuse lyrique principale, mais en petite fille. Voilà. Donc j'ai fait ça de 5 à 15 ans et donc je suis partie à Covent Garden, je suis partie à Londres, la classe. Ouais, j'ai fait des super tournées et j'ai fait ça alors, sans problème. Tu sais, et puis alors quand t'es la seule gamine de 8 ans qui part dans un bus avec toute une troupe de chanteurs lyriques, c'est juste l'idéal. T'es tellement chouchoutée que c'est mortel. T'es la mascotte. Et puis t'as 8 ans et on te colle, t'as 2 heures de maquillage, on te colle une perruque, on te colle des robes à crinoline. Enfin, le rêve, c'est carnaval quoi, tout le temps. Rêve absolu. Donc j'ai toujours voulu faire ce métier. À l'âge de 5 ans, j'ai dit je ferai ce métier. Après ma première répétition, j'ai dit bah voilà, c'est ça que je veux faire. C'est quoi ton plus beau souvenir de cette période? Ah là là, je crois que globalement c'est les saluts parce que c'est assez fou. C'est tellement galvanisant d'être dans des immenses salles d'opéra magnifiques et d'être toute petite et que tous les chanteurs qui te prennent par la main, qui te mettent au milieu, qui te font saluer. Enfin c'est hyper mégalo, mais en même temps c'est quand t'es une petite fille, c'est extraordinaire. Et en fait mon meilleur souvenir, ça va être le tout premier. C'est que le premier jour de répétition d'un opéra quand j'ai 5 ans,
À 4h30 de l'après-midi, à un moment donné, j'ai dit j'ai faim, comme n'importe quel enfant qui peut avoir faim. Et dans les 4 minutes, il y a un régisseur qui m'a apporté un sandwich au camembert. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce métier de taré où quand tu dis t'as faim, Un mec en qui t'apporte dehors à manger. des heures de repas, on t'apporte à manger. J'ai fait, c'est mortel, je veux faire ce métier. C'est la bouffe, Le- c'est le le- camembert qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est Et- fou. Attends, ça veut dire que toi, ce qui t'a motivé, c'est le fait de voir qu'il y avait des gens autour de toi qui s'affairaient pour C'est que horrible tu de fasses dire ça. rêver les gens. Non, Ouais, mais un peu, non, ouais. non, c'était plus le côté, c'est un métier où tu peux manger à n'importe quelle heure. Là, c'était plus basique que Ah ça. ouais, c'est une vision qui Ah était ouais. super innocente en C'était fait. super basique. C'était waouh, c'est un métier. Tu dis t'as faim, bah t'as quelque chose. Si ça se trouve, tu dis je veux voler dans les airs. Bam, tu vas voler dans les airs. Parce que la partie manger, globalement, c'est la première découverte que tu fais quand tu es étudiant aussi. Donc tu peux manger Ah oui, quand mais tu là, veux. à 5 ans, j'étais Des encore chocs loin épiques, de. 5h du matin, Ouais, prendre de la à bière. 5 ans, j'en étais encore loin. Oui. J'avais beau être précoce, tu vois, j'étais. Et puis c'est un petit secret qu'on apprend uniquement sur le tas. Personne Ouais, c'est ça. personne ne le dit. Donc, je me suis dit, c'est un super métier. Donc j'ai fait ça voilà, jusqu'à 15 ans. Il se trouve que j'ai eu le bac assez tôt, donc à 16. Voilà, ouais, avec mention. Waouh. Bien. Ah, moi, c'était 16,5, mention assez bien. Bah, pas mal, mais hein. je suis né du mois d'août, donc bon. Ouais. Tu vois, c'est pas pareil. Et du coup, après, comme c'est un truc qui m'a jamais lâché, je me suis inscrite à l'école de théâtre. Et puis, à l'école de théâtre, mon prof de première année m'a engagée dans sa troupe, donc je suis allée jouer avec lui. Donc ça, déjà, c'était une grande chance. Et mon prof de seconde année, qui a été ma rencontre absolue, mon mentor dans ce métier, qui est un acteur et un sociétaire de la Comédie Française qui s'appelle Nicolas Lormeau, m'a dit, voilà, j'ai un ami qui cherche une assistante à la Comédie Française, une assistante metteur en scène. Vas-y. Et j'y suis allée, je suis restée 6 ans à la Comédie Donc Française. là, tu as 16 ans quand tu arrives. Là, j'ai 17 ans du coup, j'ai 17 ans et demi, ouais. Ok. Quand j'arrive à la Comédie Française, pour être assistante metteur en scène sur un spectacle. Ce qui veut dire quoi? Tu fais quoi quand tu es assistant de metteur en scène sur un spectacle? Bah, tout, c'est-à-dire qu'aussi bien tu fais répéter les comédiens, que tu prends des notes sur la scénographie, que tu discutes de tout avec le metteur en scène en donnant ton avis et en disant je pense que ça va pas marcher, peut-être qu'on pourrait ouvrir cette perspective-là, ou peut-être que tu n'as pas vu ça, et voilà, donc tu es vraiment le bras droit du metteur en scène. Et puis ça s'est très bien passé avec les comédiens, et au fur et à mesure, j'ai fait d'autres assistanats, en travaillant avec des gens extraordinaires dans ce milieu-là. Et puis au bout d'un moment, les sociétaires m'ont dit, ben voilà, moi j'aimerais bien faire ce texte seul en scène, cette carte blanche. Est-ce que tu peux me mettre en scène? Donc du coup, à partir de 19 ans, je faisais mes propres mises en scène là-bas au Français. Waouh. À la Comédie Française. Et ça a duré 6 ans. Et c'est une maison extraordinaire. Alors, tu étais carrément la plus jeune, j'imagine, metteur en scène. Oui, oui. Metteuse en scène, on dit metteuse en scène. Écoute, il paraît qu'on le dit maintenant, mais c'est entre metteuses, c'est un peu bizarre. Ouais, mais ça fait bizarre. C'est un peu bizarre. Donc, tu arrives à 19 ans, metteur en scène. Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu mets en scène? Est-ce que tu te plantes? Est-ce que ça marche direct? Écoute, je pense qu'à l'époque, j'étais un peu inconsciente et j'avais pas les peurs que j'ai aujourd'hui, et j'étais absolument sûre de moi. Et je pense que c'est pour ça que ça a autant marché pendant autant d'années. C'est que j'étais... Enfin, globalement, de toute façon, tu me mets sur un plateau de théâtre, c'est mon truc, quoi. C'est vraiment mon truc. Donc du coup, je me suis pas trop posé de questions, et puis c'était vraiment une confiance de gens qui ont 30 ans de métier, quoi. Des gens extraordinaires. Enfin, moi, j'ai bossé avec Denis Podalides, j'ai bossé avec des gens comme ça. J'ai bossé avec un sociétaire de la Comédie Française qui s'appelle Bruno Raffaelli, tu vois, qui a 40 ans de métier. Philippe Cobert en parle dans ses spectacles. Enfin, c'est un type qui est hyper... Je connais la aucun de Snoopy. ces noms. Voilà. La Snoopy Eh ben, intégrale sur tous ces noms. Tu vois ce qui se passe Ouais. quand je suis à la nuit originale? C'est que moi, il se passe exactement la même chose pour moi. Bref, c'est un sociétaire qui a 40 ans de maison, qui un jour, je suis en répétition et je suis assistante d'un grand metteur en scène, dit t'as des notes pour moi? T'as des choses à me dire sur ce que j'ai fait? C'est-à-dire que le type qui est là depuis 40 3 berges... et j'ai 18 piges, il me dit Et- t'as des choses à me dire? Je dis bah non, bien sûr que non. Il dit si, je t'ai vu prendre des notes, t'as des choses à me dire. Bah non, si, on va aller se mettre au café, puis tu vas me dire tes notes. Puis là, à partir du moment où la porte est ouverte, je dis bah voilà, bah pour moi ça va pas, ça c'est ci, ça va là, ça. Et le mec t'a écouté. Absolument. Waouh. Donc Et il c'est ça qui est- respectait ton regard. Mais c'est le principe de cette maison, c'est que c'est une vraie transmission de génération en génération, et que des gens qui ont 30 ans de carrière vont prendre absolument la personne qui débarque et qui parce que ça va les intéresser, parce que c'est un œil neuf, parce que c'est il y a un vrai respect intergénérationnel, quoi. C'est marrant parce que quand on pense comédie française,
les deux mots ensemble, on voit les affiches très austères sur le métro. On s'imagine un truc très, très vieux jeu, très lourd, très compliqué à mettre en place, limite parfois contemporain, mais de la pièce pas accessible. Vraiment, le truc hermétique, comme toi Pokémon, je crois, si je me souviens bien. Ouais. C'est vraiment le truc, le monde impénétrable et surtout qui est ronflant, quoi, qui est vraiment réservé aux Et vieux alors, et les jeunes ne peuvent pas du tout rentrer. Mais alors, en fait, déjà pas du tout, parce que je vais te dire... Bon, déjà, il y a des tarifs pour les moins de 30 ans, c'est vraiment pas cher, c'est quand même un théâtre public, donc financé par nos impôts. Donc les places les plus chères à la Comédie Française sont à, je veux pas dire de bêtises, mais je crois 41 €. Ah ouais. Ce qui est moins cher pour un spectacle. Qui est Moins cher qu'un spectacle de Rihanna. Et qui est moins cher qu'un spectacle dans le théâtre privé où tu peux monter jusqu'à 68 € pour aller voir Richard Berry. Tu vois. Ouais. Et t'as devant toi les comédiens les plus surentraînés. Ce sont des Concordes, les mecs. Et ils bossent de 9h du matin à minuit non-stop. Ils répètent un spectacle. Tu sais, moi, à l'époque où j'y étais, bon, c'est toujours le cas, mais à l'époque où j'y étais, les acteurs avec qui je bossais sur le premier spectacle, c'était un spectacle qui se jouait à 18h30 dans une des salles de la Comédie Française qui s'appelle Studio Théâtre. Mais le samedi, ils font une matinée à 14h où ils jouaient un Feydeau. Ils jouaient le Dindon de Feydeau. À 18h30, le spectacle sur lequel on travaillait. Et à 20h30, ils jouaient La Nuit des Rois de Shakespeare. Les mêmes acteurs. Hein. Donc ils jouaient trois spectacles pièces différents dans la journée. Et c'est des types qui sont aussi à la radio, qui donnent des cours au conservatoire. Donc j'ai appris dans le meilleur endroit pour apprendre, parce que j'ai appris avec des gens qui ont une exigence de boulot hallucinante. Et les spectacles, mais c'est brillant, c'est rutilant, ça n'a rien de poussiéreux. C'est une énergie folle. Alors après, tout dépend des metteurs en scène et des spectacles. Il y a des spectacles qui marchent plus ou moins bien. Mais moi, je pense que j'ai crevé de rire devant des comédies jouées là-bas qui n'avaient rien de poussiéreuse. Et c'est un vivier de... Et le truc, c'est qu'il y a environ 35 spectacles par an différents dans les 3 salles. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et non seulement les places sont pas très chères, mais t'as un guichet, si tu veux vivre l'expérience de la salle Richelieu, qui est le plus vieux théâtre national. T'as un guichet 1 heure avant avec des places à 4,50 €. Ah ouais. Eh oui. Juste pour voir. On dirait que j'y bosse encore et que je suis encore. Mais... on fait un peu la promo. Plus du tout, mais. Non, c'est vraiment une maison extraordinaire et c'est loin d'être l'image qu'on peut en avoir. Et d'ailleurs, le fait que la lumière ait été mise sur Pierre Ninet. On a Pierre Ninet qui lui en est sorti. Là, il vient de partir parce que c'est pas possible, parce que la Comédie Française, t'es obligé, notamment quand tu es pensionnaire comme Pierre Ninet, d'accepter tous les rôles. Mais on a besoin de toi, pas que pour des premiers rôles, on a besoin de toi pour des tout petits rôles. Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans et qui font dans des spectacles 2 phrases, et puis le spectacle d'après, ils sont premier rôle, et puis... Donc on est obligé d'accepter les rôles, c'est le principe de la troupe. Pierre Ninet, il peut pas, il est tellement sollicité. Donc évidemment, c'est pas possible de gérer les deux. Lui, il est rentré vers quel âge ? Tôt, hein. Ouais, très tôt. Je crois que, je veux pas dire de bêtises, il est rentré extrêmement tôt et il a fait une carrière là-bas magnifique. Moi, je l'ai vu dans des spectacles extraordinaires. Et d'un coup, on fait la lumière sur lui parce que il est jeune, il est un peu beau gosse. Il est beau gosse, et puis il est au cinoche, et puis du coup, ça donne un côté un peu bling-bling à l'histoire. Alors que, en vrai, j'adore Pierre Ninet, hein, mais il y en a plein d'autres, des acteurs jeunes et qui déchirent et qui sont encore dans la troupe actuellement. D'accord. C'est quoi ton meilleur souvenir de là-bas ? Un truc qui t'a vraiment marqué ? Alors ça peut être une pièce, ça peut être... Je sais exactement, mais c'est hyper dur comme histoire. Hein. C'est vrai ? Sur le premier spectacle sur lequel j'ai travaillé, on a l'acteur principal qui jouait un autre spectacle à 20h30 et a raté une marche et c'est d'Émile Coude. Enfin, son coude est sorti de son logement. Et il y a toujours un médecin dans la salle à la Comédie Française. C'est vrai. Qui, entre 2 scènes, a essayé de lui remettre le coude, mais il l'a remis à plusieurs reprises, en fait, pour le remettre. Donc, hyper violent. Ce garçon termine le spectacle. Sauf que le lendemain, il se rend compte que son bras a triplé de volume, qu'il souffre le martyre. Donc, il m'appelle, il me dit « Aude, j'ai un problème. Il va falloir qu'on fasse des aménagements sur le spectacle à 18h30. » Donc, je convoque tout le monde à 14h, réunion de crise au théâtre. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer, là. Il ne peut pas jouer. Et donc, on cherche une solution. Et là, il y a un sociétaire qui se retourne vers moi et qui dit, la seule personne qui connaisse le texte, c'est toi, Aude. Non. Donc, tu es monté sur scène. Alors, donc, le rôle, c'était le rôle d'un petit garçon de 8 ans. Donc, le garçon qu'il jouait, ça pouvait être une fille, petit garçon de 8 ans, voilà. Et alors, moi, j'explose de rire, je fais, bien sûr. Et là, j'ai vu qu'ils rigolaient pas du tout. Donc, ils ont dit, on essaye. Prends la brochure à la main. Voilà. Je dis, non, mais j'ai pas besoin de la brochure. Ça fait 2 mois et demi que je suis sur le texte. Je le connais.
Donc j'ai fait la première scène, la deuxième scène, la troisième scène, j'ai déroulé, on a fait tout le spectacle. Et là, j'ai une sociétaire qui m'a mis la main sur l'épaule, qui m'a dit « C'est comme ça que je suis rentrée dans cette maison il y a 20 ans. Félicitations. » Oh. Et là, les sociétaires disent « Bon, on doit en parler à l'administrateur, parce que tout ça est très hiérarchisé, on doit en parler à l'administrateur, mais donc demain, tu reprends le rôle. » Mais moi, dans ma famille, de là où je viens et dans mes rêves de petite fille, faire du théâtre, c'est être à la Comédie Française. Donc c'était juste le rêve de ma vie, hallucinant. Et en fait, je suis partie me coucher, j'ai saigné du nez toute la nuit. À 8h du matin, j'avais pris une salle de répétition, je m'échauffais physiquement comme une dingue. Et je te vois dans une scène type Flashdance. C'est ça. Et à 11h du matin, on m'a appelé, on m'a dit l'administrateur n'étant pas à Paris, ne peut pas valider ta présence, ne te connaît pas. Forcément, hein, j'ai 18 piges. Ne te connaît pas, tu n'as pas fait le conservatoire. Donc, il peut pas... de faire un engagement pour le... Et ça a été hyper violent parce que du coup, il a demandé au metteur en scène de reprendre, metteur en scène qui avait 43 ans, donc dans le rôle du petit garçon, c'était un peu moins crédible, et qui surtout ne connaissait pas le texte. Et en fait, j'ai pris sur ma déception et j'ai suivi pendant 3 jours le metteur en scène, j'étais au premier rang et je lui soufflais le texte. Ah merde. Donc c'était ça a été un peu... L'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel. Brutal. Pour le coup, c'est pas un ascenseur, quoi. C'est une cage qui tombe. Et pour la petite histoire, à l'époque, je vivais avec ma grand-mère qui était mourante et j'avais pas eu le temps de lui dire. Je lui avais dit, ça a été passé très vite dans ma famille, que j'allais reprendre un rôle à la Comédie Française. Et je lui avais pas donné Putain, ce que je te raconte là, c'est hyper... c'est vraiment hyper... Et je n'avais pas eu le temps de lui dire, dans ces 3 jours qui ont été hyper intensifs, j'ai pas eu le temps de lui dire ce qui s'était passé. Et je rentre un soir, après ces 3 jours, elle me dit « Alors, t'as eu du succès ?» Et là, j'ai pas eu le cœur de lui dire la vérité. Je lui ai dit oui, beaucoup. Large sourire. Et elle est morte le lendemain matin. Donc j'ai menti. Dernière chose que j'ai dite à ma grand-mère, je lui ai menti. Donc pour ça, je me dois un jour d'aller jouer au Français. Donc tu y penses encore mais évidemment, j'y pense encore. Après, maintenant, je m'en suis éloignée énormément. Et je me rends compte que je me suis aussi éloignée énormément de ta première question. Absolument pas, non, parce que c'est ces petits pas qui font que tu es là aujourd'hui à faire des vidéos sur Internet et ailleurs. On est encore loin. Oui, mais absolument. Mais justement, c'est intéressant parce qu'en plus, la comédie française, on est beaucoup à pas connaître. Tu vois, il y a un imaginaire qui est très dense autour de la comédie française. Ça a été très longtemps parodié. Même le Palmachot a fait des parodies du théâtre à la comédie française. Le Grand Théâtre, on s'imagine que c'est tous des clones de Lucchini qui sont là-bas. Des gens, ils sont tellement cool. T'as toujours tes entrées ou pas ? Bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que l'avantage d'avoir été gamine là-bas, c'est que je rentre comme dans un moulin et j'ai encore tout plein de potes et évidemment, j'y vais volontiers, avec bonheur et je suis toujours très amie avec beaucoup de gens qui sont là-bas et qui sont encore plus déconnectés que moi. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de croiser Kian au Français et j'étais avec les acteurs et les acteurs, je les présente. Du coup, je dis « Ah bah Kian, je te présente. » Et ils étaient on ne sait pas ce que c'est. Et je les regardais, bref. Et ils savent pas, ils n'ont jamais entendu parler de Bref, ça c'est magnifique. Mais en même temps, ils sont dans une maison de 9h à minuit non-stop, quoi. C'est ça. Mais de la même façon que tu me demandes à moi si j'ai vu la dernière pièce de la comédie française. Non, je connais pas et je pense que de nom. En termes d'opéra, pareil, ma culture est assez limitée. Par contre, je peux hyper bien te faire la liste des 151 premiers Pokémon. Voilà. Quand tu parles il y a plusieurs types de culture. Mais c'est ça, c'est ça, mais le truc, c'est que moi, j'ai, du coup, de 16 à 23 ans, quand je quitte la Comédie Française, enfin de 18 à 23 ans, bref, je n'ai pas de culture pop, je suis à fond théâtre. Je lis 7000 pièces, je me bouffe du théâtre. Donc j'ai raté un pan donc c'est pour ça, d'où le Snoopy. Qui est apparu dans la nuit originale, c'est qu'à un moment donné, je dis stop, moi je connais pas tout ça, mais par contre je suis très curieuse. Que je sois étanche au sujet ou pas, ça me fascine de découvrir des choses et j'en découvre encore tous les jours. La première nuit originale, j'avais jamais lu une BD de ma vie. Depuis, j'ai acheté Axolot, j'ai acheté Marion Montaigne, tu vois, je m'intéresse beaucoup. Ouais. Mais j'ai eu une culture parallèle qui n'a rien à voir avec mais c'est le principal. La culture pop. L'intérêt, c'est pas d'avoir une culture ou une autre. Je pense qu'il y a 2 trucs. Après, me dis si je me plante, mais j'ai l'impression qu'une culture, quelle qu'elle soit, c'est un système de référence
communes qui servent avant tout à discuter et à partager des trucs. Si on a de la culture mais pas de conversation, ça vaut pas le coup. On s'en Oui, bien fout, c'est sûr. de l'érudition. Et ça sert pas à grand-chose. L'intérêt, c'est justement qu'on partage des trucs. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand tu traînes trop avec des gens qui ont les mêmes références que toi, bon, t'as fait 3000 soirées où tout le monde a bien fait comprendre qu'ils connaissaient la classe américaine par cœur et Doctor Who par cœur. C'est sympa, mais tu tournes vite en rond. Mais c'est pour ça que la curiosité, soyez curieux. Mais c'est exactement Soyez ça. curieux. C'est pour ça que du coup, tu vois, bon, on en reparlera, mais si on fait faire une petite visite de la Comédie Française, un de ces quatre, Ça pourrait, peut s'organiser, on va carrément. on va essayer de négocier. Et Mais tu pour vois, découvrir. c'est pour ça que c'est important d'être curieux. Mais moi, globalement, je suis quand même entourée de gens qui me regardent comme si j'étais un ovni, et en même temps, moi, je la regarde en disant, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais en même temps, moi, je n'ai aucun complexe à poser la question. Mais voilà, mais c'est le principal. Et à dire, voilà. Mais c'est des gens comme Flaubert, ils sont morts de rire, quoi. C'est-à-dire qu'ils me voient, ils me disent, mais c'est vraiment bizarre. Où vis-tu? Bien mais sûr. bon, voilà. Après, c'est chacun son. Mais c'est très réciproque, tu vois. mais- C'est des questions de communauté. Je suis une dingue d'art contemporain, tu vois. J'adore l'art contemporain, mais je suis vraiment. Voilà, Quel type d'art contemporain? Quel type d'art contemporain? Parce C'est qu'il y a vraiment des plusieurs arts contemporains. Il y a artistes. plusieurs Ouais, mais moi, mouvements. j'ai vraiment des artistes mais qui me bouleversent absolument. Mais ça va faire. Alors, par exemple, parce que pour le coup, l'art contemporain, c'est aussi un truc sur lequel. Oui, mais je vais te ceux faire qui ont du une name culture dropping, tu vois, c'est pas Ah, mais intéressant. qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Qu'est-ce qui t'attire dans l'art contemporain et qu'est-ce qui fait que toi, je ça pense que ça pour te moi, c'est parle? vraiment c'est de l'ordre de l'émotionnel. Mais comme tout, hein, comme la façon dont je fais ce métier, etc., tout est de l'ordre de l'émotionnel. Si ça me provoque une émotion, quelle qu'elle soit, ça m'intéresse. Et ça m'est arrivé quand, pareil, 17 pieds, j'arrive à Paris, je me prends une carte à Beaubourg, moi je connais personne à Paris, je prends une carte à Beaubourg et je vais voir toutes les expos. Et un jour, devant un tableau de Nicolas de Staël, qui peint, alors, Je sais pas qui c'est. voilà, c'est un peintre Ok. d'art contemporain, et qui, si tu le prends d'une façon un peu vulgarisée et avec du recul, il fait des carrés sur des toiles. Ok. Et en fait, il t'explique que c'est un terrain de foot. Mhm. Bon, c'est des joueurs de foot. Alors, il faut voir, là, cliquez, je vous en supplie, parce que là, je suis en train de le raconter tellement mal que c'est affreux. Et ben, j'ai eu une émotion, mais tellement forte devant cette peinture, je n'ai plus pu bouger, j'étais en larmes tellement j'ai trouvé ça fascinant, hyper fort. Etc. Alors que globalement, c'était les joueurs de foot de Nicolas de Staël. C'était même pas Comment tu l'écris? S-T-A-E, accent circonflexe, tréma, L. Elle, ok. Et voilà, et donc il y a des gens. C'est comme Soulage. Les gens disent Soulage peint que du noir. Mets-toi devant une toile de Soulage, je t'assure que c'est pas que du noir et tu peux pas le faire dans ta chambre tout seul, quoi. C'est toujours un peu l'espèce de lieu commun. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les films comme Intouchables, etc., qui sont un peu aussi bien clichés sur la banlieue que clichés sur le monde de l'art, etc., où ils t'expliquent que tu craches sur une toile, tu le mets en vente, ça marche. Ça peut exister, mais c'est pas que vrai, parce que vraiment, t'as des artistes. Moi, par exemple, il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Rothko. Ouais. Et pareil, c'est des aplats de couleurs, c'est 2 couleurs par tableau, on va dire. Un jour, je me suis dit, attends, j'adore Rothko, ça me fait quelque chose, mais ça suffit. Je me suis acheté une toile, je me suis acheté de la peinture. Je me suis dit, moi aussi, je peux faire Rothko chez moi. Au bout de 15 secondes, j'ai très vite compris que non. C'est de la technique, c'est des gens qui sont passés par plein de choses avant d'arriver là. Voilà. Mais il y a une légende chinoise, comme ça, chinoise ou japonaise, je sais plus. Enfin, ça implique un empereur. Et c'est un empereur qui commande à un peintre un signe. Une peinture de cygne. Voilà, le plus beau dessin de cygne qui existe. Et donc l'empereur va voir le peintre un mois plus tard. Le peintre lui dit revenez dans un mois. L'empereur fait ouais, ok. L'empereur revient un mois plus tard, donc 2 mois après la commande. Et le peintre il fait oui, non, encore un mois. Là l'empereur fait il se fout de ma gueule. Il revient un mois plus tard, donc 3 mois plus tard, et le peintre fait ok, c'est bon. Le peintre sort une toile de sa chambre, prend un pinceau, il fait et il fait le signe. Le plus beau signe que l'empereur ait vu. Et l'empereur fait, alors, effectivement, c'est le plus beau signe que j'ai vu. Voilà, il est magnifique. Par contre, ça fait 3 mois que je te le demande et tu me le fais en 2 secondes. Donc, je vais te couper la tête parce que clairement, c'est du foutage de gueule. Donc, le peintre se fait zigouiller et l'empereur va dans la chambre qui est juste derrière le peintre pour récupérer des affaires. Et il voit dans cette chambre des centaines, des dizaines, des dizaines de milliers d'esquisses de tableaux. Et en fait, c'est ça parfois les œuvres contemporaines.
sont difficiles à comprendre parce qu'on a l'impression que c'est du caca qui est posé. Et oui. Alors après, c'est il y a caricatural. aussi ça. Et moi aussi, enfin, je me suis retrouvée dans des musées d'art contemporain à l'étranger où tu dis, bon, là, on se fout un peu de la gueule du monde. Mais souvent, tu sais, c'est comme une photo. Tu as un texte derrière et puis, en fait, le texte explique quelle est la démarche. Et donc, parfois, il faut un peu creuser, un peu lire la démarche. Mais je trouve ça passionnant et plus. Moi, j'ai été élevée ma mère est éditrice de livres d'art spécialisée dans le XVIIIe siècle. Donc, tu vois. Ah ouais, très, très graphique, très figuratif. Dans des musées, tu vois, qui sont où voilà, pour le coup, elle m'a traînée enfant et de moi-même, c'est pas du tout l'art qui m'a intéressée. Mais elle me le dit encore, elle m'a dit, ça m'a hyper amusée parce qu'à 6-7 ans, tu t'es extasiée devant un tableau de Klein alors que je t'emmenais au Louvre, je t'emmenais là, et c'est Klein, donc vraiment le monochrome bleu qui t'a fasciné. Donc le goût pour l'art, il est pas fictif, il est pas anodin, il vient pas de nulle part, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une sensibilité qui est aussi une réponse de toi, qui tu es. C'est ça. Profondément. Mais on parle de caricature d'art contemporain. On a complètement dérivé sur ta première question, de ouf. Parce que du coup, on s'est arrêté. On sait toujours pas pourquoi on sait toujours pas pourquoi je fais des vidéos sur Internet. Là, on est encore un petit peu avant, mais c'est vrai que juste pour l'art, on caricature beaucoup l'art contemporain. Il y a encore une fois tout un imaginaire autour du peintre contemporain qui écrit sur une toile où c'est la douleur, c'est le sang. Et c'est une caricature qu'en fait on pourrait très bien faire aussi dans le milieu de la culture plus pop, parce que mine de rien, l'expertise et l'érudition qu'il y a dans l'art contemporain, en tout cas qui est exposé, qui est caricaturé, on la retrouve aussi aujourd'hui dans la culture pop. Mais évidemment, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tu as des gens, pardon, je vais être hyper vulgaire, mais dans tous les domaines, tu as des gens qui se branlent sur ce qu'ils font. Bien sûr, évidemment. Mais il n'y a rien de plus insupportable qu'un fan extrémiste de Doctor Who. Et je sais ce que c'est. Et je sais que tu parles de Doctor Who depuis longtemps et que je n'ai jamais vu un épisode, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais tu vois, c'est pas grave dans l'absolu. Mais il faut. Mais le problème, c'est que vous parlez de beaucoup trop de choses et j'ai pas le temps de tout voir. Tu vois, non, mais clairement, je m'update au fur et à mesure. Laissez-moi du temps. Mais en fait, quand tu te mets dans la posture de l'autre, rien que moi, quand je parle à mes grands-parents, tu peux pas leur parler de ça. Tu te rends compte que tu as une érudition, enfin que toi, ce qui est ta culture de tous les jours, ce qui est ton quotidien, en fait, c'est une érudition de ouf. Et même si des comics comme Batman, comme des choses comme ça, Pokémon, Mario, même si des choses qui viennent d'un objet populaire, une Game Boy, un truc comme ça, pour certaines personnes, ça reste une érudition de ouf. Et à partir de là, t'as pas le droit de dire « non, mais toi, ce que tu fais, c'est de la branlette intellectuelle. » Non, mais ce qu'il faut, c'est de la transmission. Exactement. C'est la curiosité qui fait tout. Moi, quand j'ai rencontré Patrick Beau et que du coup, on a sympathisé, et que du coup, j'ai acheté Axolot et que j'ai adoré et que je me suis intéressée à tout ça, immédiatement, pour moi, l'important quand quelque chose te prend, tout de suite te saisit, c'est de la transmission. Le partage. Donc, du coup, j'ai été offrir Axolot à mon neveu de 14 ans. Qui a dit immédiatement « mais bien sûr, je connais, je suis abonnée à sa chaîne YouTube. Mais d'ailleurs, tu devrais t'abonner aussi à Bruce, y penser, c'est vachement bien. » Et j'étais « mais... » Et, tu vois, tu sais, là, je me suis sentie vieille. Mais je me suis dit, c'est trop cool en même temps. Ouais. C'est que je crée un lien entre moi et un garçon de 14 ans et on va avoir la même fascination, etc. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais rester enfermé dans sa petite culture en se disant non, mais il ne connaît pas ça. Non, au contraire, il faut la curiosité, il faut partager ces choses-là, quoi. C'est pour ça que quand on a des fans d'art contemporain ou de trucs qu'on ne comprend pas, nous, gens de la vie de tous les jours, ou même des trucs de jeux vidéo, des choses comme ça, c'est tellement facile de dire oh, c'est de la merde ce que tu fais, c'est ton monde, c'est nul, c'est dans ta sphère. Et ce serait tellement plus intelligent de dire waouh, c'est marrant, je comprends pas, tu m'expliques. Parce que le rapport que nous on a, le rapport qu'il y a eu avec des gens qu'on fait la nuit, des gens qu'on fait d'autres trucs, mais c'est un rapport qui est tellement plus sain. Qu'on fait la nuit, c'est-à-dire si quelqu'un t'entend, les gens qu'on fait la nuit, c'est pour ceux qui nous rejoignent. Et c'est tellement plus sain et c'est quelque chose que sur Internet on peut trouver, mais c'est vrai que sur Internet aussi tu as des communautés qui sont très fermées. Et voilà. Mais de la même façon que quand tu voyages, moi je voyage beaucoup et je voyage beaucoup seule. Je prends mon sac à dos et je pars toute seule et tu rencontres des gens avec qui tu parles de tes autres voyages et tu te racontes d'autres pays en fait. Et je crois que il faut être curieux et il faut avoir aimé la transmission, quoi. Donc, on est à la Comédie Française. Ouais. Et donc, j'en pars à un moment donné. Alors, parallèlement à la Comédie Française, je continue mes études de théâtre. Je continue à être à l'école de théâtre. Et je suis à l'école de théâtre avec Grégoire Ludig du Palmachot. Ok. Voilà. On est ensemble à l'école et on est très, très, très amis.
Et puis voilà, et c'est le moment où ils ont commencé à faire des vidéos sur Dailymotion à l'époque où YouTube n'existait pas. Et il fallait une fille, voilà, pour faire des trucs que tout le monde n'accepterait pas, peut-être, je ne sais pas. Et en tout cas, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'on m'a dit, viens faire des vidéos. Et puis c'est le moment où moi, j'ai quitté la Comédie Française aussi parce que c'est un vase clos. C'est-à-dire ça a beaucoup d'avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients aussi. C'est-à-dire quand tu travailles à la Comédie Française, personne ne te connaît à l'extérieur. Si je te demande de me citer des acteurs de la Comédie Française, alors que ça fait 30 ans qu'ils jouent, à part ceux qui sont au cinéma comme Guillaume Gallienne, tu vas pas pouvoir m'en citer. Non. Donc ce sont des gens, c'est vraiment un cercle fermé. Et t'as beau avoir un CV exceptionnel avec 17 000 spectacles, avec des metteurs en scène tous plus prestigieux les uns que les autres, quand tu en sors, personne ne sait qui tu es. Et à un moment donné, moi, on m'appelait plus que pour faire de la mise en scène. Et je voulais être actrice. Donc du coup, j'en suis partie. Après mon dernier spectacle et du coup c'était le même moment où le Palmachot commençait à faire des vidéos et puis je me suis retrouvée à faire des vidéos avec eux et le Palmachot a eu le succès qu'on lui connaît. Donc je me retrouve sur internet de fait, mais quand on a commencé, moi je savais pas ce que c'était faire des vidéos sur internet, enfin ça ne voulait absolument rien dire. Ils ont commencé tôt en plus, 2007, ouais, 2006 même. 2006 ouais. C'est sur Dailymotion encore, ouais. Donc YouTube était très loin d'avoir la réputation et le prestige commercial que ça a aujourd'hui et l'influence que ça a aujourd'hui. Donc ouais, tu te rappelles ton premier rôle que tu as fait avec eux ? Ouais, je me rappelle très bien, c'est... Ah oui, non, alors, non, j'ai eu des rôles qui ne sont jamais sortis, de trucs qui sont restés dans les tiroirs. Comme quoi je me rappelle même plus comment ça s'appelait, mais je me vois très bien là-dedans, mais c'est jamais sorti. C'est comme quoi Non, mais je te le dis, je pourrais même pas t'expliquer, mais je crois que je jouais une grand-mère. Je ne sais, non, je peux pas te dire exactement ce que c'était, mais bon, c'était vraiment il y a trop longtemps. Et non, mon premier rôle, ça a été je crois que ça se trouve encore, en plus, c'est l'énorme dossier. Je jouais Padmé dans une parodie de Star Wars. C'était le clip de George Michael, sauf que c'était Let's Go Dark Side. C'était une parodie de Star Wars où Anakin devenait un peu dark, il passait du dark side du côté de George Michael, donc il devenait homosexuel. Si tu dois retrouver ça doit être sur Dailymotion encore ça. Je sais pas où c'est, mais ça doit exister quelque part. Let's Go Dark Side, voilà, c'était mon premier rôle. Je suis un bébé, hein. De toute façon on est tous des bébés dessus. Oui, parce que c'était il y a c'est en 2007 je crois cette vidéo là. C'était il y a 9 ans. Par rapport au moment où là on enregistre, c'était il y a 9 ans. Voilà. Ah oui, parce que ce podcast va tellement rester 15 ans. Bah ouais. Éternellement sur Internet, toute la vie. Et comment ça s'est passé après avec eux ? Parce que eux, quand ils ont commencé, c'était pas forcément dans le but d'en faire un truc permanent, ou ils avaient déjà un modèle dès le début ? Oh non, je pense que c'était vraiment c'était un truc de potes. Hein. Ouais. C'était avant tout un truc de copains. Aujourd'hui, les gens... ont des stratégies, des business plans, des plans de carrière. À l'époque, c'était pas du tout ça. Hein. C'était vraiment la bande de copains qui fait des trucs pour se marrer. Donc voilà. Après, ça a eu le succès que ça a eu. Ils ont cartonné. C'est passé à la télévision. Toi, t'as suivi ? Moi, j'ai suivi, mais tu vois, je suis interprète, donc on m'appelle pour des rôles, c'est chouette. Voilà. Et puis j'ai eu la chance de faire partie de ce truc-là pendant des années. Donc 5-6 ans, quoi. Donc oui, plus de 200 rôles différents. Donc aussi apprendre à être hyper efficace hyper rapidement, apprendre à travailler dans l'urgence, apprendre à travailler avec 2 bouts de ficelle. C'est une belle école. T'as des anecdotes par rapport à ça ? Tu te rappelles d'un truc en particulier qui t'a marqué ? Avec le Palmachot, ouais. Là, comme ça, tu me prends de court. Le truc le plus fou que vous ayez fait ? C'est pas grave, il y a du montage. Ouais, il y a du montage. Heureusement qu'il y a du montage. Franchement, je sais pas. J'ai des très bons souvenirs comme des très mauvais. Ah ouais ? De tournage, tu sais, qui dure 17 heures d'affilée, quoi. T'en peux plus, t'as envie de pleurer, de fatigue, d'avoir froid, d'être... Voilà. Ou t'es allongé dans la forêt avec une balle dans la tête et tu bouges pas, mais il fait super froid. Donc j'ai des souvenirs comme ça, ou de me balader en flic dans la rue et que les gens te prennent vraiment pour un flic. C'est vrai. Vous savez vraiment que ça m'est arrivé chez Golden Moustache aussi. Donc non, j'ai pas de... C'est 6 ans, c'est à la base, à l'origine, beaucoup d'amitié, beaucoup de boulot. Donc j'ai pas un souvenir en particulier. En tout cas, j'ai pas assez le recul pour avoir un souvenir. Pour en choisir un seul. Okay. Donc Palmachot, ça a duré jusque quand pour toi ?
Jusqu'à 2000... Jusqu'à il y a 2 ans, je pense, jusqu'à 2013. 13. Donc la fin de Very Bad Blague. Non, ça s'était déjà terminé depuis longtemps, Very Bad Blague, parce qu'après, il y a eu Palma Show, l'émission. Ah oui, exact. Ouais. Sur D8. Ouais, donc ouais, c'était même bien après ça. Et puis après, ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête. Enfin, moi, je m'envole vers d'autres cieux. Je décide de faire d'autres choses parce que c'est bien... Enfin, je m'envole vers d'autres choses parce que c'est formidable, 200 rôles, etc. Mais j'avais pas vocation toute ma vie à être faire valoir. Il faut aussi... Ok. Tu vois, Ouais. c'est pas mon programme, c'est pas... je suis pas le Palma Show. Oui, tu voulais pas rester tu vois, interprète. je suis rien dans cette histoire. Donc, à un moment donné, tu as envie de faire des trucs où tu t'existes par toi-même, où t'es pas la meuf de... Tu vois, donc tu veux faire d'autres choses. Et puis, vraiment, j'ai eu le moment de questionnement de me dire, tiens, et si je faisais complètement autre chose, un autre métier, totalement. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai pensé changer de métier. Tu pensais faire quoi ? Écoute, je suis partie en Afrique à ce moment-là, donner des cours de français. Et Classe. en rentrant, je me suis dit, peut-être je vais faire ça, je vais être instite. J'en sais rien, tu vois, je sais pas. T'es partie combien de temps faire des cours Je suis partie 2 mois en Afrique pour donner des cours, tu vois, dans une association. Donc, je suis partie donner des cours de français, voilà. Pour faire autre chose, en fait. Tu les avais contactés ou c'est eux qui Oui, avaient je les été avais venus, contactés et puis j'avais envie de faire autre chose. Tu vois, je quitte une industrie qui marche bien, le Palma Show, j'ai fait beaucoup ça. Finalement, tu travailles avec les mêmes gens, tu vois les mêmes têtes, alors qu'on fait profondément ce métier pour changer tous les jours. Tu vois, on n'est pas dans un bureau avec les mêmes gens. Et là, quand ça fait 6 ans que tu travailles avec les mêmes gens, il faut faire autre chose, il faut voir d'autres univers. Donc, je suis partie. Et quand je suis rentrée, vraiment, j'étais à l'aéroport, je me suis dit, peut-être je vais faire autre chose. Je vais être instite. Et au moment où je me dis ça, je suis en train d'attendre mes bagages à Roissy. Au moment où je me dis ça, j'ai un coup de fil, je décroche. Salut, c'est Flaubert. Je voudrais savoir si tu veux venir faire un sketch chez Golden Moustache. Ok. Et je me suis dit, mais quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais c'est hyper drôle, quoi. C'est vraiment des signes. C'est qu'au moment où je veux quitter ce métier, le métier me rappelle en disant, tiens, viens. Viens chez nous, viens on est chez bien. nous. Et du coup, voilà. C'était pour quel sketch ? C'était pour l'école de la pornographie. Bien sûr. La FAP. La FAP. Et je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment trop rigolo, quoi. C'est-à-dire que le seul moment où tu fais, oh, je vais peut-être faire autre chose, ding dong, bonjour, on vous apporte du travail sur un plateau. Wow, comment ça s'est passé ? Et du coup, ben, je suis venue tourner, mais pareil, c'était vraiment bizarre. Ça faisait trop de temps que je travaillais avec les mêmes gens. Donc, j'arrive sur un plateau où je connais même pas une personne de l'équipe technique. Je me sentais comme un peu paumée, tu vois. Ouais. Je me suis dit, waouh, en fait, tu sais, j'ai l'impression d'avoir changé d'entreprise. Alors que non, normalement, tu es censé tourner tous les jours avec des gens différents, donc tu n'es pas censé se poser cette question-là. Bah oui. Donc j'étais assez impressionnée. J'étais vachement impressionnée, en fait. Et a posteriori, Flaubert m'avait dit, moi, j'étais trop content que tu acceptes, je pensais pas que tu accepterais. Le même jour, Adrien Méniel m'a demandé de jouer dans son sketch. Il dit, mais j'étais trop mal à l'aise de te diriger parce que tu étais la meuf du Palma Show. J'étais, mais t'es malade. Enfin, comme quoi, tu vois, l'imaginaire. Alors que moi, j'étais hyper stressée d'être là. Il y avait Navo derrière la caméra. Ça me glaçait totalement, parce que c'est pas le mec le plus expressif du monde. C'est clair. Et j'étais là, mais mon Dieu, je suis nulle, je suis une merde, je sais rien faire. Enfin, tu vois, tout était remis en question. C'est le premier jour, quoi, premier jour à l'école. Et voilà, et puis en fait, non, ça s'est très bien passé. Oui, pourtant, en plus, c'était à peu près le même univers. Le Palma Show et Golden Moustache, pour le coup, c'est des univers qui se ressemblent, en tout cas, en termes de produits finis. Mais c'était pas la bande de potes que tu connais depuis 15 ans. C'est vrai. C'est que des gens que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas le travail, parce que moi, les Suricat, à l'époque, je les avais rencontrés sur un tournage Palma Show, et j'avais dit, c'est qui ? Et on m'avait dit, mais tu les connais pas, attends... Les mecs, c'est des bombes atomiques, c'est dingue, etc. Non, j'ai jamais vu une de leurs vidéos. Et je suis arrivée, j'ai vu, il y avait Raph, Jules Fou, Flaubert et Vincent. Et je fais bonjour les jeunes. Mais vraiment, maman genre, du tournage. Ouais, j'ai fait bonjour les jeunes. Alors il paraît que vous êtes des foufous d'internet, mais je savais pas du tout qui c'était. Même ta tata ne t'accueille plus comme ça. C'est ça, non mais vraiment, comme quoi j'étais déconnectée. Donc quand j'arrive chez Golden, je sais pas qui sont les gens et donc je suis un peu stressée, un peu impressionnée en fait. Et eux pareil, en fait c'est nul. En fait on est tous au même niveau. Donc ça c'était il y a 2-3 ans. Hein. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. 2 ans. 2 ans et demi maintenant, parce que ça y est, on est 2 ans et demi. Et voilà, et puis ça se passe bien. Et après, je rencontre Vladimir Rodionov, qui était le directeur artistique à l'époque, et qui me dit, ben voilà, nous, on serait content que tu fasses des vidéos avec nous. Et je dis, bah ok, voilà. Mais entre autres maintenant, parce que je veux pas... mon but aussi est de pas me réenfermer dans une famille. Voilà. Donc, je l'ai fait, c'était bien, mais je tourne partout.
C'est-à-dire que ça ne me pose pas de problème de tourner pour d'autres chaînes YouTube, pour d'autres groupes, tu vois, je veux plus avoir un sentiment absolument d'appartenance parce que je suis avant tout comédienne et que je suis pas employée tu vois, je suis pas employée d'une entreprise. Bien sûr. Donc, je veux pouvoir faire mon métier partout avec des gens différents et pas avoir l'impression d'être en open space. Carrément. Non, voilà. Donc mon idée, c'était c'est toujours de rencontrer le plus de gens possible, de faire le plus de choses différentes avec des équipes différentes et de pas rester, tu vois, de rester ouverte à tout ce qui peut se passer. Aussi bien théâtre que télé que web. Voilà, faire mon métier le plus possible et dans le plus d'endroits différents possible. Où est-ce que tu aimerais aller, idéalement, si tu avais le choix entre absolument idéalement, tout? Ouais. Au cinéma. T'as testé un peu déjà ou... Non, malheureusement, pas encore. Ça va venir. Hein. Regarde, Cadmerade a pulvérisé sa carrière à partir de 45 ans, hein, donc j'ai encore un petit peu de marge. Non, mais parce que là, au fur et à mesure du temps, j'ai fait je sais pas combien de vidéos. C'est-à-dire que je dois être à 400 vidéos qui traînent sur le net. C'est bien possible, oui. J'aimerais bien faire des choses qui durent longtemps. Tenir un rôle sur la longueur, avoir... Voilà, je pense que là, vraiment... Et mon rêve, mais tu sais, mon kiff absolu, ce serait d'être dans des séries comme Engrenage. Ouais, ouais. J'aime tellement, mais ils me rendent fou, ces gens. C'est vrai tellement formidable. Pourquoi ? Mais parce que je trouve ça génial. Je trouve que c'est enfin de la série française de qualité et ça joue tellement bien, mais c'est vraiment c'est pas des gens à physique où on te fait croire que ils sont un peu flics et un peu mannequins à leurs heures perdues. Non, c'est des gens, juste des vrais gens qui jouent, mais ça défonce, hein. Vraiment, moi j'adore. D'accord. Tu vois, toutes ces séries comme Braco, Engrenage, Les Revenants. Ah ouais, ça, à fond les ballons. Mais tu t'écris un peu aussi, non ? Non, moi, je suis une très grosse complexée de l'écriture. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait que tu... Alors moi, ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, sur les tournages, par exemple, t'appelles un maquilleur et tu dis ouais, on voudrait savoir si tu veux venir maquiller sur le tournage. Ok. T'es coiffeur aussi ? Bah non, je suis maquilleur. J'ai fait des études pour être maquilleur. Ils n'ont pas tous fait des études pour être maquilleur et coiffeur. Et ben c'est un peu pareil. Nous, maintenant, les comédiens, on t'appelle, on fait, tu peux venir jouer, mais t'écris aussi. Bah, je me suis formée à être actrice. Je ne me suis pas formée à être auteur, donc je peux avoir des idées, mais... Et le problème, c'est que moi, je suis très exigeante avec les autres, avec moi-même, et je trouve que tout le monde se dit un peu auteur aujourd'hui, et moi, ça me dérange un peu. Je trouve qu'il y a des gens qui savent faire ça, qui ont été formés, qui ont les notions, qui savent ce que c'est que d'écrire un scénario, Moi, c'est pas mon cas. Je peux avoir des idées, je peux avoir un recul, je peux être un très bon script doctor parce que des choses, j'en ai vu passer, donc je sais ce qui va être efficace. Mais auteur, absolument, ouvrir un ordinateur, me mettre devant une page blanche et dire « allez, on y va ». C'est pas dit, ouais. Mais par contre, oui, j'ai du vocabulaire, j'ai une certaine plume, je peux écrire des articles, des choses pour moi, des choses... voilà, c'est plus, on va dire, une démarche personnelle. Voilà. Pourtant, tu vas te diriger vers le stand-up. Tu Ouais. as ce projet lointain mais alors, voilà, de stand-up. mais parce que je vais dans l'intime. Donc, je vais écrire des choses que je sais formuler, que je sais... En fait, je pense que je suis une complexée du dialogue. C'est-à-dire, je ne saurais pas dialoguer quelque chose. En revanche, raconter des histoires, les coucher sur le papier, y trouver une forme et boucler la boucle, ça, je sais le faire. Dialoguer quelque chose, je trouve ça toujours un peu pourri si t'essaies de dialoguer. Et tu trouves qu'il y a moins de dialogue en stand-up que sur des vidéos sur Internet ? Ah bah oui. Oui, parce que t'es dans l'empathie avec un public et t'es dans quelque chose que tu déroules et où tu as le temps de dérouler. Vidéo sur Internet, en 3 lignes, on doit comprendre qui tu es, quelle est la punchline, quelle est la situation, Donc c'est vraiment des techniques d'écriture. Oui, justement, il y a plus de dialogue sur scène, du coup, non ? Non, parce que avec le public. Bah oui et non, hein, tu peux être enfin tu vois, tu as des gens comme Dedo et Yacine qui vont parler avec les gens et tu as les gens qui vont pas du tout être dans le dialogue, hein. Ouais, mais ça peut être aussi le dialogue avec le public d'une façon morale et perceptive. Non, plutôt quand tu dis être en empathie avec le public, c'est qu'il se passe un truc. T'as un lien mais qui est quand même sur ça. Oui, mais c'est un lien, mais après c'est un lien c'est un lien physique. T'es là, ouais. T'es devant des gens, ce qui passe, il est phisique, il est dans le rapport immédiat aux gens. Ouais. Ce qui est tout l'inverse de ce qui se passe sur Internet. Et moi, c'est encore quelque chose qui me fascine, mais qui me fout un peu je n'ai pas du tout conscience des gens qui sont de l'autre côté.
Ça, c'est fou. On a été au TGS avec Donc, au Toulouse Game Show avec Golden Moustache. Je ne m'en remets toujours pas. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai découvert ce que c'est que des cosplayers. J'ai découvert que des gens peuvent être fous de jeux vidéo ou de vidéos et que les gens pouvaient nous attendre en dédicace pendant des heures. Et j'étais mais tellement bizarre. Mais on n'a pas de rapport, contrairement à quand tu es sur scène. Là, on n'a aucun rapport avec le public. Donc, on ne sait pas qu'en fait, il y a des gens qui nous aiment vraiment bien. Ouais. Mais c'est vachement bien. C'est vrai que c'est pas ceux qui ressortent le plus dans les commentaires sur YouTube. Évidemment, mais ça, c'est pas grave. En général. Mais c'est fou. Moi, je connais pas ce rapport-là et il est tellement... Et du coup, il est tellement a posteriori parce que tu as des gens qui viennent te parler en réplique que tu as dites. C'est vrai. Et en fait, toi, tu t'en rappelles même pas. Tu sais même pas que ah oui, d'accord, ok, ah ça y est, je comprends. Mais sauf que... C'est-à-dire que eux, en fait, pour eux, ils assimilent des trucs qui comptent énormément pour eux. Voilà. Et toi, tu les as tournés il y a tellement longtemps. Enfin, tu vois, le rapport à... Une vidéo, parfois, tu l'as tournée et toi, elle sort 3 mois après, tu te rappelles même plus exactement de ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Et d'ailleurs, ça me fait toujours marrer parce que dans les commentaires, les gens disent « Dis donc, cette vidéo, vous vous êtes relâché depuis cette vidéo. » Ah oui, mais sauf que celle-là, elle a été tournée avant ou après celle-là. Enfin, tu vois. Ah oui, c'est vrai que l'ordre de sortie des vidéos n'est pas toujours l'ordre de tournage. N'est pas du tout l'ordre de tournage, ni l'ordre de... Donc, ça me fait toujours marrer, ça, les gens qui disent « Ah bah ouais, depuis la dernière, ils ont vraiment baissé. » Bah ouais, mais elle a été tournée avant, en fait. Donc, Ce qui est vachement positif, ça veut dire que vous avez progressé, en vrai. Ouais. Peut-être un petit coup de com' à faire là-dessus. Ouais. Non, mais donc, il y a vraiment un rapport au public qui est très différent. Et ce rapport au public, tu l'avais vu avec le Palma Show ou c'était uniquement avec Golden Moustache ? C'est uniquement avec Golden Moustache. Parce que le Palma Show, c'est un duo comique, donc ça repose sur eux deux. Les autres, entre guillemets, n'existent pas. C'est vraiment un truc qui repose sur les deux. Donc tu ne vis absolument pas... Après, tu le ressens dans la rue, les gens viennent te voir, viennent te parler, tout ça, c'est chouette. Mais chez Golden, je pense l'effet groupe, en plus l'effet collectif qui fait que tu te déplaces en groupe et que tu as des gens qui sont purement... les spectateurs des vidéos de Flaubert et d'autres qui sont purement les spectateurs des Suricates et puis d'autres. Et en fait, t'es assimilé à ce groupe et donc ça crée une masse de gens qui viennent te voir. C'est assez dingue. Tu vas aussi beaucoup au théâtre ? Énormément. Qu'est-ce que tu vas voir ? En ce moment, je vais voir beaucoup d'humoristes. Justement parce que... Tu fais de la veille documentaire. Exactement. Non mais tu sais, c'est une bonne façon de me planquer, hein. C'est que j'ai mon petit carnet, je fais ça je le ferai pas, ça je le ferai, ça c'est intéressant, ça pourquoi. Mais tu sais, c'est le moyen de jamais sauter le pas, d'aller voir les autres et de faire non mais pour l'instant je me documente, laisse-moi tranquille. C'est ça, mais c'est ce qu'on fait en radio aussi quand on allume la radio. Une certaine catégorie de gens ont plus tendance à faire mais c'est de la merde ce que tu racontes. Moi j'aurais pas dit comme ça, j'aurais fait ça. Après tu te retrouves devant un micro et tu fais pardon. Évidemment. Donc ouais, je vais voir beaucoup d'humoristes, mais pas que. Hein, mais c'est vrai que après il y a toujours ce problème dans le théâtre, c'est que c'est vraiment le milieu tu vois, je viens de ce milieu-là et donc du coup j'ai toujours beaucoup de copains à aller voir en priorité de choses que j'aurais peut-être envie de voir, mais les copains, ça se termine dans un mois, il faut y aller, il faut... Voilà. Ouais, donc, normal. Tu as beaucoup d'amis à aller voir qui ne sont pas forcément tes priorités de goût ou de cœur, mais voilà. Ah, mais c'est important quand même de soutenir. Ah, bah, c'est très important, mais c'est essentiel. Non, mais c'est évident. Mais du coup, voilà. Un truc qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers temps que t'as vu ? C'est pas forcément humour, hein, d'ailleurs. Alors c'est un bon spectacle, moi je suis un peu en panne d'idées. Bah écoute, il y a ma co-auteure de ma série qui s'appelle Shot, qui est une série que j'ai faite au Festival de Montreux. On a fait 6 épisodes et on est en développement des 25 prochains épisodes. Ça s'appelle Shot, si tu tapes Shot épisode 1 sur YouTube, tu tombes dessus. Et ma co-auteure et co-comédienne, qui s'appelle Mélissa Biard, a son propre spectacle à la Comédie des Boulevards tous les jeudis à 20h. Et ce spectacle me fait hurler de rire. Et il s'appelle Un de perdu, 10 façons de se retrouver. Voilà, donc ça me fait beaucoup rire. Sinon, il y a le spectacle de Blanche Gardin aussi qui m'a mis une belle claque. Ouais, très... Comme quoi, les gens disent, ouais, le stand-up, mais en fait, il y a autant de stand-uppers, enfin, autant de stand-up que de stand-uppers. Bien sûr. Donc vraiment, arrêtons le cliché du stand-up communautariste, parce qu'il y a vraiment des choses très différentes. Voilà, et il y a des choses, et en plus elle en vient, et ce qu'elle fait n'a rien à voir, et c'est très différent. Et puis, qu'est-ce qui m'a...
Le problème, c'est que voilà, je vois beaucoup d'humoristes et après, je vois beaucoup de copains. Donc, je peux pas dire, tiens, j'aime bien tel copain. Parce que sinon, l'autre copain va m'appeler en me disant, dis donc, t'as pas parlé de moi. Donc, voilà. Normal. Vous leur faites des bisous quand même. Ouais, je fais des bisous à tous les copains humoristes. J'aime bien les humoristes. Bah, bien sûr. T'as fait aussi une collaboration avec. C'était au féminin, je crois. Je sais Ouais. plus. T'as fait une collaboration avec. Femme actuelle, non, Femme actuelle. Pardon. Donc, t'as fait une collaboration avec Femme Actuelle Ouais. sur une collaboration pour le coup féministe. Ouais. Est-ce que tu peux en parler? Comment c'est arrivé et qu'est-ce que t'as fait exactement En là-bas? fait, ça s'est proposé parce que là, il y a 2 ans, Guillaume Play, qui est un animateur d'énergie, a fait un énorme bad buzz sur comment embarrasser une inconnue. Embrasser. Oui. C'était une vidéo très Attends, embarrassante. je la reprends. Donc Guillaume Play a fait un gros bad buzz il y a 2 ans sur une vidéo comment embrasser une inconnue. Et moi, j'avais fait une réponse en vidéo, comment embarrasser un inconnu, qui était une parodie, qui était une réponse un peu entre guillemets féministe, mais je sais pas si C'était une réponse de. C'était une réponse de femme. Ouais. Non, c'est pas une féministe, c'est une réponse de femme qui dit écoute, ça suffit. Voilà, si moi je vais faire ça dans la rue, quelles vont être les réactions? Et voilà, donc c'est une parodie que j'ai faite avec des acteurs, mais où je vais assez loin. Hein. Je vais voir des mecs dans la rue en fausse caméra cachée, en leur demandant de me baiser. Enfin, voilà, un truc un peu engagé, mais un peu avec de l'humour, rigolo, en montrant que voilà, on n'est pas. J'étais pas là ni pour lui tomber dessus absolument, ni pour absolument me laisser faire et supporter sa vidéo. Donc c'était une réponse. Et en fait, ce truc-là a fait quand même une jolie vie sur les. Buzz, oui. Voilà. Et de fait, Femme Actuelle me dit, bah voilà, nous on a aimé cette vidéo, on a aimé ta vision un peu décalée, humoristique de ça. Est-ce que tu veux parler pour la journée de la femme du sexisme ordinaire? Donc t'as dit oui. donc j'ai dit oui, et puis voilà, avec les tout petits moyens qu'on avait, on a fait une petite chose à toute petite échelle, voilà. Mais je trouve ça intelligent et intéressant de pouvoir, en tout cas. Prendre quelqu'un qui a, entre guillemets, une toute petite légitimité à être une femme sur Internet et à en parler pour le faire. Tu suis des femmes sur Internet? Ou t'en vois ou... Le problème, c'est que je suis pas grand-chose sur Internet. D'accord, alors dans ce cas-là... Tu vois, c'est ça mon problème aussi, c'est que je suis les gens que je rencontre à la Nuit Originale. Ouais. Enfin, tu vois, c'est que j'essaye de me mettre à la page parce que je me rends compte que je suis la seule au monde à ne pas connaître ces gens. Voilà, donc je suis très peu de gens sur Internet. Mais alors, au-delà de ça, est-ce que tu sens qu'être une femme sur Internet, c'est compliqué? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que t'es une femme sur Internet, c'est soit tu as le droit d'être drôle si tu es moche, soit tu as le droit de faire du tuto beauté. Mais entre les deux, quelle est ta marge d'existence et de légitimité? Elle est compliquée. C'est dur de choper sa propre légitimité. Bah c'est ça, on dit soit c'est de l'humour de gonzesse, soit quand on en revient aux commentaires sur le physique, elle est drôle parce qu'elle est moche. Donc si tu veux, t'as une dimension en plus de garçons qui font des vidéos sur Internet. C'est que les garçons sur Internet, on va leur dire c'est drôle, c'est pas drôle, c'est bien, c'est de la merde. Quand t'es une fille, on va dire c'est drôle, c'est pas drôle, et en plus t'es moche, ou t'es comme ci, ou t'es comme ça. On va te faire forcément un commentaire physique derrière. Et c'est que les mecs qui te font ça, ou t'as des filles aussi qui te balancent des commentaires après, sur le physique? je pense qu'il y a tout, parce que après un pseudo, c'est un pseudo, hein, donc tu sais pas qui se cache derrière. Mais donc être une femme sur Internet, il faut avoir quand même les reins solides. Ouais. Faut être assez solide, je pense, parce que sinon très vite au bout de 2 vidéos tu fais oh là, est-ce que le jeu en vaut bien la chandelle? C'est vraiment décourageant? Décourageant non, parce que moi je fais mon métier, donc je suis jamais découragée à faire ce métier, jamais. Mon métier, c'est absolument 80% de ma vie. Bien sûr. Mais découragée non, mais par contre parfois tu te dis t'es casse-couille quoi. Ouais, à quoi bon, franchement, si c'est pour entendre ça, c'est casse-pied. Bon, et puis je pense que c'est une question aussi qui va permettre de conclure tranquillement. Snoopy, t'as découvert ça comment? Alors, comment c'est venu? Une toute petite histoire, toute bête, hein. C'est que ça s'est passé à la première heure de la Nuit Mademoiselle. Oui. C'est que je me suis rendu compte, la Nuit Mademoiselle, la nuit chez Mademoiselle, la nuit originale. C'est rigolo parce qu'en fait, on est dans les locaux de Mademoiselle présentement. Il y a Fab qui arrive derrière. Bonjour Fabrice. Il nous surveille. Et coucou. C'est arrivé sur la première heure de la Nuit Originale où je me suis rendu compte, comme dans la plupart de tes podcasts, que ça allait parler de choses où j'allais encore être complètement larguée. Mais d'ailleurs, il faudrait que je prenne 1 heure, moi, de la Nuit Originale pour parler de trucs que moi, je bien connais, sûr. On peut prendre rendez-vous dès maintenant. Rendez-vous dès maintenant pour la 3e. Voilà, parce que la ça fait un peu de justice. Ah, bah, absolument. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on allait encore parler de trucs que je comprends pas. Et
déjà quand j'écoutais les émissions et les podcasts, je me disais zut, on prend pas en compte l'auditeur qui ne connaît pas ce monde-là. Donc j'ai dit stop, on va trouver un nom de code. Et en fait, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est un truc d'enfant. C'est le truc que j'avais avec mon grand frère quand on était petit. C'est que on avait un nom de code quand on voulait dire tiens, et quand j'aimerais pas cette personne, je te dirais Snoopy. Ou alors, on va faire croire aux gens qu'on sait lire dans les pensées l'un de l'autre. Et donc, je vais écrire sur un papier ce à quoi je pense et ça sera toujours Snoopy. Et comme ça, les gens sont fascinés parce que je dis je pense qu'ils pensent à Snoopy. Et c'était vraiment le nom de code avec mon frère. Excellent. C'était toujours Snoopy. C'était voilà, quand tu es entouré d'adultes. Et que mon frère me regarde en disant viens, on va jouer en haut, c'est Snoopy. Et personne va savoir en vrai ce qu'on va faire. Donc c'était notre petit nom de code. Voilà. Et donc c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est Snoopy. D'accord, donc il y avait un vrai fond, quoi. C'était pas un mot qui est sorti non, aléatoirement. Non, c'est vraiment parce que je pense que c'est mon petit mot calculé. d'enfant avec mon frère. C'est super mignon, ça donne une dimension vraiment poétique. Voilà, ouais, c'est ça, c'est tout moi. T'as intérêt à en sortir plein pendant la 3e nuit. Bah ouais. Mais je me cherche, avis aux auditeurs, je me cherche un buzzer Snoopy. Si quelqu'un. Alors pendant la 2e nuit, c'est Bruce qui avait fait Bruce de y penser qui avait fait les buzzers. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de les pirater. Les customiser. Pour que ça fasse un bruit Snoopy que tu auras dit. Oui, mais j'aurais voulu un Snoopy qui buzz. Tu sais, ça doit se trouver, carrément. Ça, je pense. Il faut que je trouve ça absolument. Mais du coup, c'est vraiment juste un mot d'enfant qui m'est venu en tête. Ça aurait pu être fourchette, mais c'était Snoopy. Et il est vachement plus mignon qu'une fourchette. Merci à Aude, que vous pouvez retrouver un peu partout sur Internet et au théâtre aussi, sûrement. Si vous passez devant la Comédie Française, n'hésitez pas à avoir une pensée émue pour elle. Si jamais vous avez des doutes, d'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans le théâtre et que vous savez pas trop comment vous y prendre, n'hésitez pas à lui glisser un petit message sur Twitter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, déjà, ça fait plaisir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser en commentaire un code. Et ce code, ça va être Snoopy domine le monde. Parce que c'est vrai. En tant que mère des Snoopy, Aude est en train de conquérir l'univers, clairement. Et elle le fait grâce à Snoopy. Et donc je pense que clairement, Snoopy domine le monde. Voilà, on peut dire ça maintenant. Ça fait classe et puis ça pose le truc, j'aime beaucoup. Puis ça a son image. Nous, on se retrouve en tout cas très vite sur iTunes, SoundCloud et YouTube. Des gros bisous à vous, à très vite. Ciao.